Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de formation. Aujourd'hui, nous ferons un exercice de dimensionnement d'un système photovoltaïque. Ce programme vous sera présenté par Samuel Terre de GESAI. Nos différents manuels de formation. Vous avez sur Amazon le livre Système photovoltaïque pour les nuls, sa version en anglais Photovoltaicism for Beginners. Vous avez Comprendre le photovoltaïque, sa version en anglais Understanding photovoltaïque. Vous avez Système de pompage photovoltaïque pour les débutants. Vous avez le livre Devenir technicien du photovoltaïque qui est l'un des composants principaux de notre formation, de cette formation que nous allons vous présenter. Donc vous retrouverez certainement dans le livre des explications plus détaillées de ce que nous allons voir aujourd'hui. Supposons que vous avez un tableau à compléter. Ici, nous avons déjà fait des calculs, mais supposez que vous êtes allé sur un client et que vous avez relevé les besoins tels que le nombre de téléviseurs, le nombre de frigos, le nombre d'ordinateurs, le nombre de ventilateurs et peut-être une pompe solaire que le client veut installer chez lui. Disons une pompe qu'il a à domicile et qu'il a besoin d'alimenter à l'énergie solaire. Vous avez essayé de vérifier, vous avez vu les caractéristiques telles que la puissance, vous avez vu, et vous êtes entendu sur le temps que chacun de ces appareils peut passer en fonctionnement. Vous avez élaboré ce tableau qui vous permet de calculer votre bilan de puissance. Alors maintenant, nous allons essayer de voir comment effectuer les différents calculs pour obtenir l'énergie totale. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, certainement vous savez déjà comment ça se passe. Mais ici, nous allons faire un petit rappel histoire pour nous d'être assurés que nous nous sommes bien compris. D'accord, pour obtenir la puissance totale, nous avons fait le nombre d'équipements fois la puissance de cet équipement, ce qui nous a donné la puissance totale de chaque équipement. Maintenant, pour avoir l'énergie totale, nous avons fait cette puissance que nous venons d'obtenir multipliée par le temps que ces équipements vont faire en fonctionnement, ce qui nous donne l'énergie. D'où, comment dire ça? D'où son unité en wattheure. Maintenant, après avoir obtenu tous ces résultats, nous faisons donc la somme des puissances pour obtenir la puissance totale. Et également pour l'énergie, nous faisons la somme de ces différentes énergies, ce qui nous permet d'obtenir l'énergie totale. Et nous avons séparé les besoins jour des besoins nuit. Le concept est celui-ci. Lorsque nous parlons des besoins jour, nous tenons compte des appareils qui fonctionneront en journée et les appareils qui fonctionneront dans la nuit. Dans certains contextes, les ampoules fonctionnent en journée. Dans d'autres contextes, non. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affecter à la consommation de la journée les équipements qui ne fonctionnent pas en journée. Sinon, cela va essayer de bomber notre débit. Pour être le plus précis, quelquefois, c'est le nombre de panneaux qui peuvent être plus élevés que le nombre de batteries à cause de, comment dire ça, à cause du fait que certains équipements, peut-être trop d'équipements vont fonctionner en journée par rapport à certains équipements dans la nuit. Dans notre cas, la pompe va fonctionner en journée, on va dire au fil du soleil, et dans la nuit, elle ne fonctionnera pas. En journée, les ampoules ne seront pas allumées. Par contre, dans la nuit, les ampoules seront allumées. Donc, du coup, nous faisons cette petite différenciation et puis nous parvenons à obtenir les résultats que nous avons là. Maintenant, quand nous avons fini de séparer besoin jour, besoin nuit, il est question pour nous de rassembler les différentes énergies. Les énergies, puisque c'est jour et nuit, les énergies s'associent pour obtenir l'énergie finale. Bon, au niveau des puissances, on ne va pas faire l'addition des différentes puissances. On va tout simplement s'attarder sur les équipements. En fait, on va recenser tous les équipements qui sont dans la maison et on va faire la somme des puissances de tous ces équipements. On ne tiendra pas compte qu'il y a certains équipements qui fonctionnent en journée et qui se retrouvent encore la nuit et puis on additionne la puissance de ceux de la journée et ceux de la nuit, non.
on recense juste qu'on a les téléviseurs, on a les frigos, on a les ordinateurs, on a les ventilateurs, on a une pompe, on a les ampoules et on regarde. On a combien de téléviseurs et ainsi de suite. Et puis, on fait la somme de ces différentes puissances pour obtenir la puissance totale de la maison. Une fois que nous avons ces éléments, nous pouvons commencer nos calculs. En passant, ici à votre gauche, vous allez trouver les formules que nous avons utilisées pour ces calculs. OK, on va continuer donc. Maintenant, on va calculer l'énergie photovoltaïque. Pour quelqu'un qui est débutant, l'énergie photovoltaïque, c'est l'énergie qui provient des panneaux. L'énergie que les panneaux vont produire. On a déjà l'énergie que la maison a besoin que les appareils de la maison ont besoin pour fonctionner. Maintenant, on va chercher l'énergie que les panneaux doivent produire pour faire que cette énergie soit satisfaite, cette énergie de la maison. L'énergie produite est donc égale à l'énergie totale qu'on vient d'obtenir divisée par un certain coefficient K. Ce coefficient K va tenir compte de beaucoup de variations. Donc du coup, le 10 140 qu'on a obtenu sera divisé par 0,7. Comme je vous disais, il y a un détail très important dont on doit tenir compte, c'est que, on va rentrer un peu en arrière. À ce niveau-ci, vous voyez qu'il y a les besoins énergétiques totaux de la journée et les besoins énergétiques totaux de la nuit. Les besoins énergétiques totaux de la journée seront utilisés pour calculer, non, désolé, l'énergie totale plutôt sera utilisée pour calculer le nombre de panneaux, puisque les panneaux vont en même temps charger les batteries et en même temps faire fonctionner les équipements qui fonctionneront en journée. Donc, on va prendre 10 140 Wh pour calculer les besoins énergétiques nécessaires au niveau des panneaux. Par contre, on va utiliser les besoins nuits uniquement pour calculer le nombre de batteries. Donc, avec cette façon de dimensionner, on sait qu'on a le nombre de panneaux suffisant pour alimenter déjà les équipements qui fonctionneront en journée et qu'on a également un nombre de panneaux suffisant pour faire fonctionner les batteries, en fait charger les batteries en même temps qu'ils alimentent les équipements qui vont fonctionner dans la nuit. Donc, c'est un peu l'avantage de cette méthode de dimensionnement. Il y a d'autres méthodes même que vous allez retrouver dans nos vidéos précédentes. Alors, on peut continuer. D'accord, je disais que pour calculer l'énergie au niveau des panneaux, on va faire l'énergie totale divisée par K, ce qui va nous permettre d'obtenir un autre cas. Ici, c'est 0,7 que nous avons pris. Pour avoir plus d'explications, vous irez voir les vidéos précédentes où nous avons essayé d'apporter quelques éléments. Et pour plus de détails également, vous allez retourner vers nos manuels de formation où vous trouverez certainement des explications un peu plus approfondies. D'accord. Ici, maintenant, on va calculer la puissance du générateur. On a déjà l'énergie du générateur, mais on veut avoir la puissance du générateur. Pour avoir la puissance du générateur, on va diviser l'énergie qu'on vient d'obtenir par par l'irradiation. Il est donc question pour vous de savoir l'irradiation qui est dans la zone où vous partez installer votre système solaire. Déjà, il faut savoir que l'irradiation est un phénomène variable. On ne peut pas dire que l'irradiation n'est pas stable. En une journée, on peut constater plus de 1001 variations de l'irradiation. Donc, du coup, des chercheurs se sont assis et ont fait une estimation de l'irradiation moyenne dans une période. C'est pourquoi on va parler de l'irradiation durant un mois, l'irradiation durant une année, l'irradiation moyenne en fait. Donc, ils ont additionné toutes les différentes irradiations durant l'année. Ils ont d'abord fait la moyenne de la journée peut-être, la moyenne de la semaine, la moyenne du mois, et plus tard la moyenne de l'année de chaque zone, de chaque ville, de chaque village, tout ça. Donc, si vous voulez installer votre système dans un village, vous allez chercher les radiations moyennes de ce village et c'est ça que vous allez mettre à ce niveau. Vous n'allez pas prendre le 3,8 que je viens de mettre. Vous allez rechercher sur le net la valeur de l'irradiation de la zone où vous vous trouvez. On va continuer et à partir de là, donc, vous allez obtenir la puissance du générateur. Plus tard, vous pourrez donc calculer le nombre de panneaux photovoltaïques qu'il vous faut pour réaliser votre système. Et la formule pour calculer le nombre de panneaux
Il suffit tout simplement de faire puissance du générateur divisé par la puissance d'un panneau. Cela sous-entend que à ce niveau, vous aurez déjà fait le choix d'un panneau sur le marché. Vous allez faire le choix donc du panneau. Vous pouvez prendre les panneaux de 260, de 360. Ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Dans cet exercice en particulier, nous n'allons pas traiter quel type de panneau prendre pour ce type d'installation. Ce sont des questions déjà traitées que nous réaborderons peut-être plus tard encore. Si vous posez des questions, bien sûr, après avoir vérifié, visionnez la vidéo. Après calcul, nous avons trouvé 14,66 modules, panneaux, tout ça. D'accord? Et nous avons choisi de prendre 16 modules. Le choix de 16 modules, en principe, tient en compte du type d'installation que nous allons faire après. Si nous avons décidé de brancher les panneaux pour un système 48 volts, il est justifié que nous allons prendre 16 modules parce que 4 fois 4, je crois, va nous donner 16 modules. Puisqu'on va faire des branches de 4 modules en parallèle, supposons, bien sûr, qu'on aurait choisi de prendre 4 modules en parallèle, ça nous faciliterait de faire ces branches-là. Mais puisqu'on a choisi un panneau de 260 et qu'on se dit qu'un panneau de 260, sa tension va tendre vers les 36 volts et qu'on veut partir dans un système 48 volts, à ce niveau-là, on pourra dire qu'on va faire les branchements de 2 modules. Généralement, lorsque vous obtenez les caractéristiques de panneau avec virgule, donc ça veut dire que vous trouvez peut-être 14,66, il est recommandé de majorer. Au lieu de prendre 15 modules, ce qui va faire un nombre impair, il est recommandé de prendre un nombre pair. Donc c'est l'autre raison pour laquelle nous prenons 16 modules. Donc dans certains contextes, nous pourrons nous retrouver où nous voulons mettre 4 modules en parallèle, en série plutôt, et là on sera obligé de partir à 16. Si dans un autre contexte, on voulait mettre plutôt tous les modules en parallèle, là on devait peut-être prendre 15. Mais une fois qu'il y a la notion de série plutôt, les nombres doivent être pairs. Calculer l'énergie du générateur photovoltaïque. Ah non, d'accord. Maintenant, nous allons nous intéresser sur le choix du contrôleur de charge. Déterminer la tension du système. Pour déterminer la tension du système, il y a des méthodes déjà établies par certains concepteurs de marques et d'autres par certains chercheurs. Nous allons nous attarder sur celle-ci, qui n'est certainement pas, comment dire, la seule. Il y en a tellement de méthodes dont sûrement vous avez déjà trouvé une autre méthode et vous rencontrez une nouvelle, ne vous embrouillez pas. Vous pouvez choisir celle que vous voulez utiliser et elle marchera pour votre installation. D'accord? Donc, pour nous, nous avons certaines plages de tension de panneaux. Si vous avez trouvé la puissance des panneaux allant de 2000 watts crête à 10 000 watts crête, on vous dit que le système, la tension du système que vous allez choisir sera de 48 volts. Et dans notre cas, c'est cette plage de tension que nous allons prendre parce que nous avons trouvé une puissance du générateur qui est égale à 4160 watts. Maintenant, il est question pour nous de calculer le courant du contrôleur de charge. Pour calculer le courant du contrôleur de charge, IC que nous avons appelé IC, nous aurons affaire dans la puissance du générateur que nous venons de trouver divisé par la tension maximale du système. Et quand nous parlons de tension maximale du système, nous parlons donc de la tension. Si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez voir que nous avons dit que lorsque nous avons une tension de système de 48 volts, la tension maximale du système tendra vers 60 volts ou 72, ça dépend vraiment du type de panneau que vous avez avec vous. Mais maintenant, il y a un paramètre très important qu'il faut noter. C'est que j'aurais pu mettre même 150 volts à ce niveau-ci. Là, ça dépendrait maintenant si je connais déjà le type de contrôle de charge que je vais utiliser, si c'est MPPT ou PWM. Je crois qu'aborder cette question ici pourra un peu embrouiller. Donc, du coup,
On reviendra aussi sur ce détail dans les vidéos précédentes, prochaines plutôt, dans les prochaines vidéos. Donc ici, on va tout simplement s'attarder sur ce qu'on avait déjà appris précédemment, que lorsque la tension maximale, lorsque la tension du système est de 48 volts, la plage de tension de système sera dans les 60 à 72 volts. Maintenant, l'autre détail que j'apporte, c'est que ça dépend du type de contrôleur de charge qu'on choisit. Soit c'est un contrôleur de charge PWM, soit c'est un contrôleur de charge MPPT. D'accord, nous allons continuer notre exercice. Nous avons obtenu donc une valeur de 83,2 ampères. Quand nous obtenons un tel résultat, nous devons retourner sur le marché. Est-ce qu'il existe des contrôleurs de charge de 83,2 ampères? Sinon, alors on cherche à trouver le contrôleur de charge plus élevé qui porte ces caractéristiques-là. En fait, qui se rapproche de ces caractéristiques. Mais généralement, comme je vous le disais précédemment, il faut majorer. Dans ce cas, nous n'allons pas prendre un contrôleur de charge de 100 ampères heure comme certaines personnes se disaient déjà. Nous allons plutôt essayer de fragmenter notre système en deux groupes. Nous allons prendre deux contrôleurs de charge de 60 ampères. Donc, supposons nous sommes allés chez un fournisseur d'équipement, nous avons pris les caractéristiques et puis on se retrouve avec ce résultat 83,2 ampères. On se rend compte que oui, il y a des solutions en 80 ampères, il y a des solutions en 100 ampères, il y a des solutions en 120 ampères. Maintenant, on se pose la question, est-ce que sur le marché, je pourrais trouver un contrôleur de charge qui effectivement à 100 ampères heure, à 100 ampères plutôt. Si sur place dans mon pays, il n'existe pas de contrôleur de charge de 100 ampères, ça veut dire si cette marque ne livre pas dans mon pays ce type de contrôleur de charge, au lieu de vouloir importer, mieux vaut trouver une solution plus appropriée. La solution plus appropriée dans notre contexte, c'est de prendre deux contrôleurs de charge, sachant que nos modules qu'on a trouvés, on va les diviser en deux. On a 4160 watts qu'on va diviser en deux et on va faire donc des branches de 260, en fait des branches avec le résultat qu'on va trouver et on saura comment connecter pour la suite. Là, c'est une phase pratique, donc on ne va pas entrer également dans ce détail. Il est question maintenant de faire le choix de la batterie. Calculer la capacité du parc à batterie. La capacité du parc à batterie est égale à l'énergie totale nuit, comme je vous le disais quand on parlait d'évaluation des besoins en termes énergétiques. On parlait d'énergie totale nuit et on va le multiplier par le nombre de jours qu'on veut voir le système fonctionner. Si on a assez de moyens et qu'on veut voir notre système fonctionner pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, on va affecter comme coefficient ce nombre de jours-là. Et puis on va diviser par quelques coefficients qui permettent à ce que le nombre de batteries puisse tenir. Puisqu'il y a des pertes lorsque la batterie ne se décharge pas à 100%, ainsi de suite, il y a beaucoup de phénomènes qui se produisent. Donc, du coup, il y a des coefficients qu'on va affecter, tels que 0,9, 0,97. Et dès qu'il y a le coefficient de décharge dont je parlais tout à l'heure, ne va pas se décharger à 100%, il sera peut-être déchargé à 70%, peut-être à 80%. Et là, la tension du système. D'accord. Donc, par là, nous obtenons donc la capacité du parc à batterie. Vous vous demandez certainement pour un si grand système, comment une capacité de batterie si basse? À ce niveau, vous avez la capacité du parc à batterie et non la capacité qui concerne la somme des batteries qu'on aura. C'est pourquoi dans la suite, vous allez voir que on va continuer les calculs et obtenir maintenant la capacité du, du, de l'ensemble des batteries. Parce qu'il y a ce qu'on appelle capacité du parc à batterie. C'est ça que vous venez d'obtenir. Et maintenant, en fonction du nombre de batteries, on peut donc estimer la capacité du parc à batterie. Donc, je ne sais pas comment le dire. Je me dis peut-être, je ne sais pas trop si vous m'avez compris. Donc, la capacité du parc à batterie s'obtient en divisant par la tension du système. Mais si vous voulez avoir le nombre de batteries, donc la capacité qui émane du nombre de batteries, vous allez diviser par la tension d'une batterie. Et là, vous obtiendrez directement la capacité du parc à batterie en fonction du nombre de batteries.
Et pour relever dans la pente et retrouver le nombre de batteries, voici la formule que vous allez appliquer après avoir trouvé la capacité du parc à batterie. Vous allez multiplier par la tension du système et diviser par la tension d'une batterie pour la capacité de la batterie que vous avez choisi sur le marché. Donc le 206 correspond à la capacité de la batterie que vous avez choisi sur le marché. Ok. À partir de là, nous trouvons que nous allons trouver 4 batteries de 200 ampères heure qui pourront faire tenir nos équipements qui vont fonctionner dans la nuit. Et souvenez-vous qu'ici, nous avons pris une seule journée d'autonomie. On savait dire que notre système va fonctionner pendant un truc comme notre batterie va fonctionner pendant un truc comme 12 heures de temps. Et quand on dit même 12 heures, ça sera un peu exagéré parce que si vous retournez dans le bilan de puissance, vous allez voir que certains équipements vont fonctionner 6 heures de temps, certains équipements vont fonctionner 8 heures de temps. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on essaie de voir la quantité de batteries qui seront en parallèle, en série, tout ce qui va avec. Et à ce niveau-ci, donc, nombre de batteries en série, c'est la tension du système divisé par la tension d'une batterie, nombre de batteries en parallèle, c'est égal au nombre de batteries qu'on a obtenu divisé par le nombre de batteries en série. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire. Maintenant, on va voir comment faire le choix du convertisseur de tension. Là, on retourne dans le bilan de puissance. Comme je vous disais, pour obtenir la puissance totale des équipements, voici ce qu'il faut faire. Cette valeur qu'on a obtenue, donc, on va le diviser par le cos phi. Et lorsqu'on aura divisé par le cos phi, on va trouver la valeur de la puissance qui était en watts en volt ampère. Ce qui nous permettra d'aller faire justement notre choix du convertisseur sur le marché. Maintenant, il pourrait arriver que, en faisant votre dimensionnement, vous ayez utilisé des équipements qui demandent une forte puissance au démarrage. Puisqu'il y a donc des équipements qui nécessitent une forte puissance au démarrage, vous allez utiliser un certain coefficient qui va vous permettre de sécuriser votre onduleur. Puisque ces équipements, lorsqu'ils démarrent, parfois, ils sont peut-être à 100 watts. Au démarrage, ils partent jusqu'à 200, 300, 400 watts. Au soleil, il faut multiplier quelquefois la puissance que vous avez obtenue par 2 pour protéger votre système. Dans d'autres cas, vous allez voir que j'ai utilisé 1,5, 1,2, tout ça, ça dépend vraiment de la quantité d'équipements qui vont nécessiter une puissance au démarrage. Et ça tient aussi compte du fait qu'il peut arriver que tous ces équipements soient branchés au même moment. Donc, il faut se rassurer de sécuriser au maximum son onduleur de peur qu'il ne crame. Donc, à partir d'un catalogue, vous faites le choix, vous avez trouvé 2437,5 volts ampères. Vous regardez sur le marché, qu'est-ce qui correspond le mieux. Et n'oubliez pas que la tension du système est de 48 volts, donc en faisant votre choix, il faut tenir compte de la tension du système. La section de câble entre le générateur et le régulateur. Ici, nous allons essayer de voir comment se calculent les sections de câble. Pour calculer la section de câble, ça dépend maintenant de où on se situe, puisque généralement dans les câblages, on va quitter du panneau pour aller au contrôleur de charge. Si c'est à ce niveau que nous sommes, voici comment ça se passe. Vous allez d'abord calculer l'intensité. Quelle intensité? L'intensité qui va quitter du générateur, des générateurs photovoltaïques certainement arriver jusqu'au contrôleur de charge. Cette intensité, vous allez prendre la puissance du générateur divisé par la tension du système. Nous avons trouvé à peu près 16 panneaux, mais ici nous utilisons 8 panneaux pour calculer la puissance du générateur parce que nous vous avons dit que nous allons faire deux branches de panneaux. Une branche pour un contrôle de 60 ampères et une autre branche pour un contrôleur de 60 ampères. Donc là, nous allons diviser par la tension du système et ce qui nous donne la valeur que vous voyez sur l'écran, 43,33 ampères. Après, nous allons calculer la chute de tension. Pour avoir cette chute de tension, nous allons utiliser la tension du système que nous allons multiplier par 0,02. Cette valeur est généralement utilisée lorsqu'on utilise les conducteurs en cuivre. 0,02. D'accord, donc nous allons obtenir ce résultat. Nous allons arriver à ce niveau. La valeur que nous avons obtenue, nous allons le diviser par
L'intensité que nous avons trouvée là, c'est pour trouver la résistance du câble. Nous allons donc trouver 0,96 que nous allons diviser par 43,33 qui nous donne la résistance du câble. À partir de ce niveau, toute personne qui a fait la technique ou bien les filières telles que C et autres sauront que pour calculer la section du câble, c'est beaucoup plus ceux qui ont fait la technique. Pour calculer la section du câble, on va faire ρ fois 2R divisé par R. C'est généralement la formule que vous retrouvez. Les éléments que nous avons calculés plus haut nous permettent donc d'appliquer cette formule, sachant que ρ, qui est la résistance, la résistivité du câble, est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 8 lorsqu'on parle des câbles en cuivre. On va donc le multiplier par 2, on va le multiplier par 5 et on va le diviser par cette valeur que nous avons obtenue. 5, c'est la longueur du câble. Ça veut dire pour calculer la section du câble, il faut savoir déjà la taille que le câble aura. 5, c'est donc cette taille de câble. 2, c'est la valeur qui se trouve dans la formule. Désolé, je m'étirais un peu. C'est la valeur qui se trouve dans la formule. Et ρ également, ça se trouve dans la formule, divisé par R qui est la résistance du câble. De là, nous trouvons une valeur 7,27 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés que nous allons convertir en millimètres carrés. De là, nous obtenons 10 millimètres carrés parce que nous avons arrondi. OK. Nous allons continuer le choix de la section de câble. Cette fois-ci, nous quittons du boîtier puisque nous sommes déjà arrivés au boîtier du régulateur. Donc, on va partir à partir du boîtier pour aller au régulateur. Désolé, précédemment, nous calculons la tension, la section du câble quittant du générateur pour un certain boîtier. Dans le cas où nous allons utiliser un boîtier de raccordement pour ces différents modules. Dans le cas contraire, directement, il va être conduit dans le régulateur. C'est pourquoi à ce niveau, c'est vrai que nous avons préparé quelques calculs, mais nous vous conseillons d'utiliser la même section de câble pour continuer du boîtier vers le régulateur. C'est le même câble en fait. Donc, nous continuons section de câble entre le parc à batterie et l'onduleur. À ce niveau, si vous avez trouvé 10 mm², c'est déjà bon, vous pouvez continuer comme ça avec la même valeur. Mais sinon, vous pouvez continuer également en effectuant des calculs, comme nous vous avons expliqué précédemment. Cette fois-ci, vous allez utiliser la puissance de l'onduleur que vous avez divisé par tension du système pour obtenir l'intensité. Et vous allez continuer les opérations comme précédemment et vous allez obtenir les résultats certainement satisfaisants. Maintenant, nous allons parler des dispositifs de protection dans notre contexte. Puisque nous n'allons pas toucher le côté 220 volts, nous allons rester plutôt du côté sur notre système solaire. Nous vous conseillerons d'utiliser dans ce cas d'exercice des DPN pour la protection de votre système. Vous trouverez certainement des vidéos où nous vous montrons où placer ces disjoncteurs et où placer le parafoot dans votre installation photovoltaïque. Donc, dans ce contexte-ci, dans cet exercice en particulier, nous avons vu la nécessité d'utiliser 5 DPN DC. Et dans la figure qui viendra certainement, vous verrez à quel emplacement chaque DPN a pu être utilisé. Schéma de câblage. Donc, à ce niveau dont vous voyez, nous avons placé un DPN qui va protéger le premier contrôleur de charge. Oui, également, le DPN qui a protégé le second contrôleur de charge. Et puis ça, le DPN qui va protéger les batteries par rapport à l'onduleur par rapport aux batteries, tout ça. Et le DPN qui va récupérer, protéger également les batteries, oui, lorsque le contrôle de charge devra venir charger ses batteries. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est la sécurité, vous rassurez que la sécurité soit max. Et maintenant, le parafoudre viendra donc tout simplement pour protéger votre système contre les coups de foudre et tout ce qui va avec. Donc, voici à peu près aussi le schéma de câblage de votre système. C'était tout pour aujourd'hui.
Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ce contenu que nous mettons à votre disposition, histoire pour nous de contribuer à votre formation. À très bientôt pour la suite.